Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En remplaçant des champs de betteraves par des coussins rouges et des petites carottes par de grosses légumes, vous avez offert un nouveau terrain à la culture. Grâce à vous, les stars ne sont plus seulement à Saint-Tropez l'été, mais aussi à Ramatuelle. Bonjour Jacqueline Franjou. Bonjour Jacques Pessis. Alors effectivement, vous êtes la patronne et la créatrice du Festival de Ramatuelle, célèbre et l'un des rares festivals qui va avoir lieu cette année. Vous venez de publier un livre qui s'appelle Un théâtre sous les étoiles au Cherche Midi. On va en parler tout au long de l'émission et raconter à la fois l'histoire de Ramatuelle et en même temps l'histoire des stars qui viennent régulièrement chez vous depuis 35 ans. D'accord ? À partir d'une date, bien sûr, comme tous les jours. Et la première date que j'ai trouvée, alors ça ne vous correspond pas exactement, mais c'est important, c'est le 25 novembre 1959. Ce jour-là, quelqu'un de très célèbre nous a quittés. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris Gérard ton nom. Philippe. Gérard Philippe, la France entière, mais tout le monde, tous ceux qui vivaient à ce moment-là s'en souviennent. On apprend à 39 ans la mort de Gérard Philippe. C'est un drame, un événement. J'étais très petite, j'ai vu Gérard Philippe sur scène très petite, je veux dire au TNP. Mais pendant que j'ai écrit ce livre, j'ai recherché des photos de l'époque et j'ai retrouvé la photo des obsèques de Gérard Philippe à Ramatuelle. Il y avait une foule immense dans tout ce petit cimetière et les rues autour. Et ce qui m'a beaucoup intrigué sur cette photo, c'est qu'il y avait au conseil municipal, quand j'ai été élu à Ramatuelle, un homme qui s'appelait Gabriel Giraud. Et je l'ai reconnu sur cette photo parce que c'était un homme assez fort, avec beaucoup d'embonpoint. Et c'est lui qui est un des 4 personnes qui a mis en terre Gérard Philippe. Et ce Gabriel Giraud faisait, avec Gérard Philippe et son tracteur, la culture des hectares que Gérard Philippe avait acquis à côté de Ramatuelle et où son fils habite d'ailleurs. Voilà. Il se trouve que Ramatuelle s'était venu parce que il s'était marié avec Anne en 1951, qui est devenue Anne Philippe. Les parents d'Anne avaient cédé leur maison de Ramatuelle à Gérard Philippe, qui est tombé amoureux de la région. Son père, qui était maçon, est venu l'aider à faire le toit et lui, effectivement, s'est occupé du tracteur et des vignes. Alors, c'est vrai que Gérard Philippe, c'est la gloire de Ramatuelle, parce qu'il a aussi fait du cinéma, il a fait rêver des générations de femmes. Fanfan la Tulipe est un film qui a marqué toute une génération, notamment c'est le premier film où un comédien lui-même fait des cascades. Il a terminé avec des brûlures totales, des coups d'épée, parce qu'il prenait tous les risques. Et il y avait Gina Lollobrigida, qui était sa partenaire, qui était à l'époque une jeune femme charmante, qui a 93 ans, et qui continue, puisque l'année dernière, elle est passée dans la version italienne de Danse avec les stars. C'est assez étonnant. Alors, Ramatuelle, c'est un village de 2000 habitants, c'est tout petit au départ. Ramatuelle, c'est un petit village de viticulteurs, de gens qui aiment la terre. Donc, ce qui était formidable d'ailleurs avec Gérard Philippe, c'est qu'il aimait la terre, à en juger par le temps qu'il passait sur son tracteur à cultiver, à nettoyer cette forêt. Et Olivier Philippe, son fils, je pense qu'il doit y avoir un gène quelque part, continue de la même manière. Donc, ce tout petit village où il y a des siècles, il y a un livre qui s'appelle La République au village. On n'aimait pas beaucoup les artistes dans ces petits villages dans le temps, pas plus qu'on aimait d'ailleurs les curés. Et donc on chassait les artistes qu'on considérait comme étant impurs. Donc faire un festival aujourd'hui en hommage à Gérard Philippe, enfin il y a 35 ans, était quelque chose de très inattendu. Et puis comme vous le savez, Ramatuelle, c'était les vignes, c'était la forêt, et la ville à côté qui était Saint-Tropez. Oui, mais donc trouver sa propre identité. Voilà, mais Ramatuelle, c'était aussi une légende grâce à Colette, qui avait pris dans les années 30 une maison qui s'appelait la Treille-Muscat. Alors la Treille-Muscat est en fait sur le domaine de Saint-Tropez. Et la Treille-Muscat est à quelques encablures de Ramatuelle. Et d'ailleurs, nous avons honoré Colette à plusieurs reprises. Et pour vous On va en parler tout à l'heure. Et pour vous dire toute la vérité, je suis une fan et admiratrice de Colette. J'aurais aimé faire, et c'était ce que j'avais prévu d'ailleurs, un festival en hommage à Colette, un festival de littérature des écrivains de la presqu'île. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu quelques écrivains, à commencer par Françoise Sagan, qui a beaucoup vécu à Saint-Tropez l'été avec Bernard Franck.
Et avec Juliette Gréco. Et avec Juliette Gréco, dont on va reparler aussi. J'en reviens à Treilly-Muscat, parce que si Colette s'est installée à Ramatuelle, c'est parce qu'il y a un maire qui s'appelait Léon Volterra, qui était le patron du Casino de Paris, le créateur du Casino de Paris, et qui avait convaincu les stars de venir s'installer là-bas. Et aujourd'hui, il y a un château Volterra qui a été fait par Léon Volterra et sa femme, Simone Volterra. Alors cette histoire est tout à fait étonnante. J'ai très bien connu Simone et le château Volterra. Et concernant Simone, quand elle a su, cette femme qui avait des cheveux blancs absolument magnifiques, qui a invité sa caissière du théâtre Marigny à venir passer quelques vacances, elle m'a dit un jour, donc il y a 35 ans, ma petite, je vais t'apprendre à faire une salle. Donc j'ai apporté le plan de la salle, qui était à l'époque quasiment à la main, et faire ça avec Simone. Et puis son mari a été maire de Saint-Tropez. Oui, alors il faut savoir que Léon Volterra, justement, avait une particularité. Il a débuté à l'Olympia avant 1900, il vendait les programmes, et il disait « je le paye 100 sous ». Ce qui fait qu'il avait un bon pourboire derrière, et il a commencé à faire ses premiers contrats sans savoir lire ni écrire. Il signait d'une croix. Et c'est comme ça qu'il a ouvert le Casino de Paris, qui est devenu mythique. Ah oui, alors je ne connaissais pas cette histoire. Simone s'est gardée de me la raconter à l'époque. Mais ce que je sais, j'ouvre une parenthèse là-dessus, parce que je disais il y a quelque temps à Aurélien Binder, qui s'occupe notamment des théâtres de Marc Ladré-La Charrière, que chaque théâtre à Paris a une histoire. Une histoire, mais très très importante. Et puisque vous me parlez justement de Simone Volterra, le théâtre Marigny, et j'aimerais bien qu'à Paris, on réécrive, et vous êtes très, très doué pour ça, et vous êtes formidable, Jacques, pour ça, réécrire et raconter des histoires de Paris, parce que c'est notre histoire de théâtre. Oui, et on l'oublie un peu trop aujourd'hui. Et votre histoire, c'est Ramatuelle. Comment êtes-vous arrivée à Ramatuelle comme conseillère musicale, puisque vous venez de Paris, Jacqueline Franjou? Je dirais un peu par défaut. D'abord, je suis née aux États-Unis, donc je suis franco-américaine. Je suis arrivée à Ramatuelle, en fait, il y a bien des années, quand mes parents sont rentrés des États-Unis, je devais avoir 5-6 ans. Mon père était officier, il a débarqué, et il est tombé amoureux de la Méditerranée. Et quand il est revenu en France, nous sommes revenus en France, il était responsable des cimetières américains, des veuves et des pensions de la guerre, et il n'avait qu'une envie, c'était de retourner voir la Méditerranée. Donc nous sommes, mes parents ont loué un petit village où il n'y avait pas beaucoup de choses, la Croix-Valmer, pendant des années. Et puis ensuite j'ai rencontré mon mari qui aimait aussi Saint-Tropez et Ramatuelle. Donc je suis arrivée comme cela. Et puis un jour, le maire de Ramatuelle avait demandé à mon mari de se joindre au conseil municipal. Il n'y avait pas de femme d'ailleurs, et mon mari a dit « je n'ai pas le temps, demande à ma femme ». Et c'est comme ça que l'histoire a un peu commencé. Ramatuelle est aussi célèbre parce qu'il y a un film très célèbre qui s'est tourné à Ramatuelle, c'est La Piscine, puisque c'est dans une maison de Ramatuelle avec Delon et Romy Schneider. Ça aussi c'est mythique pour Ramatuelle, Jacqueline Franjou. Alors je crois que c'est mythique, et je m'en suis rendu compte quand Sarah Biasini, donc la fille de Romy, est venue jouer à Ramatuelle. Et quand elle est venue jouer à Ramatuelle, c'était la première fois que Sarah revenait à Ramatuelle après la disparition de Romy et la disparition de son frère. Et je dois dire que c'était une très très grande émotion. Et en même temps, finalement, Ramatuelle, c'est beaucoup plus calme que Saint-Tropez. Il y a beaucoup moins de stars où elles vivent beaucoup plus tranquilles et pas forcément sur les plages ou sur la place des Lys. Écoutez, Ramatuelle est très calme avec ses bois, puisque c'est une commune de 3500 hectares. Et je dois vous dire que pendant le confinement, il y avait très peu de gens, et j'ai vu réapparaître les hiboux, par exemple, d'énormes lièvres, des faisans. Donc on est dans une commune presque agricole quelque part, et c'est très différent de la ville, mais c'est vrai que c'est un endroit un petit peu béni des dieux, Ramatuelle. Quand vous avez voulu créer un festival d'écrivains, c'était la grande mode qui commençait avec le livre de Paris, Brive, etc. On vous a suivi tout de suite, Jacqueline Franjou? Non, on m'a pas suivi tout de suite, parce que j'ai imaginé ça avec Dominique Sulitzer, qui est la sœur de Paulo Sulitzer.
Et puis j'ai rencontré Jean-Claude Brialy à ce moment-là, donc le Festival des écrivains non pas passé à la trappe, mais a été mis un peu de côté, donc je ne désespère pas. Voilà. Alors Brialy, c'est une autre histoire, c'est une idée totalement folle au départ. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 4 juillet 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Jacqueline Franjou. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacqueline Franjou. Vous êtes la créatrice du Festival de Ramatuelle, ça fait 35 ans cette année, il se déroulera. C'est un événement par rapport à tout ce qu'on connaît en ce moment. Publié un livre, Un théâtre sous les étoiles, qui est l'histoire de Ramatuelle, avec des photos, des souvenirs au Cherche Midi. Et un souvenir important pour vous, c'est le 4 juillet 1985. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. C'est le premier coup de pioche Alors le 4 juillet 85... Oui, ça a été le premier coup de pioche quand nous avons, avec le conseil municipal, Jean-Claude, etc., découvert par hasard ces champs de choux et de carottes, comme disait Jean-Claude, ce qu'il a annoncé la première date du festival en disant maintenant il n'y a plus de choux, de carottes, il n'y a que des cœurs ce soir pour écouter Marie-Paul Bell. Mais quand on a vu ce terrain, on a été un petit peu effrayés. Et tout le monde s'est dit, après avoir visité quand même plusieurs lieux, il faut le dire, on a pensé en haut de la montagne, on a pensé en bas, enfin bon, bref. Et derrière ce figuier qu'on appelle le figuier des amoureux, c'est Restangue, et on s'est dit, je sais pas pourquoi, c'est là. Et le 4 juillet, le premier coup de pioche, et pendant 23 jours et quasiment 23 nuits, le théâtre s'est construit, d'abord 700 places. Et quand Marie-Paul Bell a ouvert le théâtre n'était pas à peine sec. Oui, parce que c'est un théâtre en plein air, et un théâtre 25 ou 27 jours, c'est pas courant. Non, c'est Astérix. Oui. Alors justement, ce théâtre, il doit son existence à vous, mais aussi à quelqu'un, effectivement, Jean-Claude Brialy, dont on écoute la voix. Des grands acteurs, des grandes actrices, des jeunes viennent ici, et quand ils sont ici, ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'il y a quelque chose de magique, quelque chose qui a un charme extraordinaire. Et oui, il faut savoir que Jean-Claude Brialy, bon, il est comédien, il a été directeur de théâtre, il a eu des restaurants, il a été organisateur de fêtes, il a été marqué par différentes choses. C'était l'homme le plus gentil de la terre, mais très furieux contre Helmut Berger. Quand à la mort de Visconti, il a dit je suis la veuve, et il était assez cabot. Je me souviens d'une première avec Lynn Renaud au théâtre du Palais Royal dans un spectacle qui s'appelait Poste Restante. C'était l'un des deux qui devait avoir le dernier salut et pas l'autre. C'est le genre du personnage, mais Brialy, c'est une amitié qui est née, je crois, parce qu'il cherchait une maison à Ramatuelle, Jacqueline Franjou. Oui, Jean-Claude m'a appelé un soir en disant, il ne me connaissait pas, il avait une agence de voyage dont s'occupait mon frère à l'époque, et mon frère lui a dit, téléphonez donc à ma sœur, elle va bien vous aider à trouver une petite maison. Donc nous sommes parlé la première fois très très longuement au téléphone, très très longuement. Je me souviens de cette période parce qu'on a beaucoup parlé du sida dont on ignorait totalement le nom. Et puis ensuite, on a convenu d'un déjeuner, nous nous sommes vus. Il y a les paroles qu'on retrouve un peu partout. Vous avez un théâtre, vous avez de l'argent, non, non. Vous êtes folle, oui. Parce que vous lui avez dit, je veux faire un festival. Parce que je dis, mais je voudrais faire un festival en hommage à Gérard Philipe. Et il faut quelque chose à Ramatuelle, parce que à Ramatuelle, à l'époque, si vous vous en souvenez, il y avait eu l'affaire Boulin, l'affaire Françoise Parturier, l'assassinat du comte de Saint-Germain-des-Prés à Ramatuelle. Donc il y avait une espèce d'image qui devait changer, mais on a fait ça sans réfléchir. On n'a pas fait un business plan ni rien du tout. C'est venu comme ça. Et je crois que quand Juliette Gréco dit ce qui me fascine dans ce lieu, c'est qu'il a toujours été là, enfoui quelque part, et le théâtre est né de la terre. Alors pour faire un festival Gérard Philipe, il fallait l'autorisation de sa femme, Anne Philippe, donc avec Brialy, une boîte de chocolat, et vous êtes allé directement à Paris chez elle pour obtenir l'autorisation, Jacqueline Franjou. Je crois que Jean-Claude était très ému, très, très timide, et moi je voyais Anne de temps en temps à Ramatuelle, donc nous sommes allés avec une boîte de chocolat et des fleurs, demander à Anne l'autorisation de faire un festival en hommage à Gérard Philipe. Anne-Marie était là et elle a dit oui, à condition que nous respections ce que Gérard Philipe aimait, le théâtre évidemment, la chanson, l'humour aussi, et à condition que ce soit populaire.
Et ça l'a été. Et vous avez immédiatement fait appel pour l'affiche à un personnage étonnant, Raymond Moretti, qui avait une spécificité, il ne dormait absolument jamais, sauf au cinéma quand il allait avec des gens, il dormait du début à la fin du film. Oui, Raymond Moretti était un ami de Jean-Claude, je l'ai rencontré à Paris et l'idée c'était cette affiche rouge. Sophie Litras qui s'occupait beaucoup de Raymond Moretti. C'est comme ça que j'ai rencontré Raymond à la Tour d'Auvergne. Je me souviens, à Paris, nous avons déjeuné ensemble. Nous nous sommes mis d'accord sur la couleur de l'affiche parce que Raymond était très très sensible à la couleur de cette affiche. Et puis c'est devenu ce que les Ramatuello ont appelé l'affiche rouge. Voilà. Et avec des coussins rouges. À la fin du spectacle, il est de tradition que le public lance des coussins rouges aux comédiens en signe de félicitations. C'est venu comment ça? Alors c'est venu simplement parce que c'est un peu dur, le théâtre de Ramatuelle, vous avez un petit peu mal aux fesses quand même parce que c'est du béton. Donc il nous fallait mettre des coussins. Et les coussins devaient être d'une taille réglementaire. Donc on a fait faire des coussins rouges. Les premiers coussins rouges d'ailleurs ont été faits par le Club Med, je me souviens de cela, qui voulait s'installer à Ramatuelle et qui ne s'est jamais installé à Ramatuelle parce que le maire ne voulait pas. Et à la fin, un jour, quelqu'un a tout simplement, à la fin du spectacle, lancé un coussin. Et c'était comme des moutons de panurge, je veux dire, tout le monde a lancé des coussins. À certaines périodes, Jean-Claude s'est fâché, très fort, notamment quand Véronique Sanson en a reçu un et ça lui a cassé un objet. Une autre fois, quelqu'un en a reçu un dans l'œil. Donc, à un moment donné, surtout les jeunes qui étaient là, les petits jeunes, les petits garçons, les petites filles, essayaient de viser. Vous savez comment on vise à la foire la tête des gens. Mais ça s'est calmé et maintenant les gens ont appris à viser très haut, et on a baptisé ça avec mes camarades le coussinomètre, qui est une forme d'applaudimètre et que finalement les artistes réclament. Oui, et moi je suis témoin parce que j'ai eu la chance d'être un soir sur la scène du festival, j'ai reçu un coussin et mes lunettes ont volé, je ne sais pas où, j'ai mis 1 heure à les retrouver ensuite. Mais vous étiez content, Jacques. Ah ben plus que content. Alors il y a aussi une tradition que Anne-Philippe a voulu, c'est que l'ouverture de chaque soirée se fait sur cette musique. La musique du Prince de Hambourg, c'est un extrait à chaque fois de cette pièce créée en 1821 que Gérard Philippe a joué au Festival d'Avignon en 1951. Oui, les trompettes de Maurice Jarre. Ouais. Et ça, pourquoi c'est quelque chose? C'est une tradition importante? Je ne sais pas, je ne me souviens pas si Anne a voulu savoir. C'est ce qu'elle a voulu. C'est ce qu'elle a voulu, mais Jean-Claude, et c'est resté, je veux dire, c'est toujours comme ça aujourd'hui. On a gardé, je crois qu'il faut garder des traditions pour permettre que les choses continuent à se faire et que ça marque l'esprit des gens. Alors le premier festival, il y avait 7 spectacles, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, à Avignon, la première semaine, il y a eu 7 représentations. Ah, je ne savais pas, j'ai oublié ça. Voilà, c'était en 1947, ouais. Donc il fallait trouver les sponsors, il fallait trouver les artistes. C'était pas évident au départ pour essuyer les plâtres. Alors c'était pas évident, mais je me souviens très bien de cette période parce que on s'est séparé un petit peu les tâches avec Jean-Claude. Et la première personne à qui j'ai demandé des sous, c'était à la présidente de l'UAP, Yvette Chassagne. Donc, moi, j'ai toujours travaillé dans l'industrie, donc je la connaissais comme ça un peu de loin. Et grâce, les noms me reviennent maintenant, à sa secrétaire générale Chantal Réméringer, je suis allée la voir, elle me dit, écoutez, moi je suis amoureuse de Gérard Philippe, vous avez besoin de combien? Donc moi je n'osais pas demander, et ça a commencé comme ça, et puis après ça, Gaston Defer nous a beaucoup aidés, et puis et L'Oréal, et les entreprises qui sont... Mais c'était petit, c'était 7 spectacles à l'époque, donc j'allais avec ma Sibylle demander des sous. La mairie n'a pas donné d'argent la première année, elle avait construit le théâtre, donc on s'était dit avec Jean-Claude, c'était quand même plus raisonnable de rien lui demander. Et puis le département, etc. Donc c'est parti comme ça, et on pensait que cela durerait qu'un an. Voilà, et ça a duré beaucoup plus longtemps, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 5 août 2009. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacqueline Franjoux. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacqueline Franjoux, Festival de Ramatuelle,
édition 2020 en préparation, et un livre, Un théâtre sous les étoiles, au Cherche-Midi, avec des dates précises et des souvenirs. Le 5 août 2009, ça vous dit rien? Il y a le voyage de Monsieur Perrichon avec Galabru, pièce de Labiche, pièce très connue qui a été adaptée au cinéma et au théâtre. Et à la fin du spectacle, il y a une surprise. C'est-à-dire qu'à la fin du spectacle, Galabru voit arriver des gendarmes sur scène. Il a un peu peur, non, Jacqueline Franjou? Alors c'est une histoire, si vous me donnez quelques secondes... On a tout notre temps sur cette radio. J'ai toujours la visite avant le festival de Ramatuelle de la gendarmerie, parce qu'il y a des gens importants qui nécessitent un petit peu de sécurité qui viennent au festival. Donc je vois arriver le capitaine de la gendarmerie à 21h30 le soir chez moi, en priant de s'excuser, avec une caisse dans les bras. Je lui dis bonsoir, etc. Et pardonnez-moi de vous ennuyer. Voilà, moi je suis un fou de Galabru, un fan de Galabru. Même j'ennuie ma femme régulièrement avec ça. Je voudrais simplement lui serrer la main. Alors je vais vous montrer pourquoi. Et là, il sort tous les plans des gendarmes de Saint-Tropez. Là exactement où il y avait l'arbre où il se cache derrière pour voir les nudistes sur la plage. Et donc il me montre tout ça. Ça dure jusqu'à minuit, 1h du matin. Il me dit je voudrais faire quelque chose. Mais j'ai dit à ce moment-là, on pourrait peut-être faire une surprise à Michel, et il me dit mais je peux demander à tous les gendarmes descendre et moi je viendrai lui offrir le képi des gendarmes de Saint-Tropez. Je dis écoutez, c'est parfait. Donc nous allons d'ailleurs avec Michel Galabru, avec Michel Boujna en 2009, avec Michel Boujna, pardon, à la gendarmerie sur la route de Saint-Tropez. Et là, je rentre dans le bureau du capitaine de gendarmerie. Il n'y avait pas un centimètre carré où il y avait que des photos de Galabru, que des photos du gendarme de Saint-Tropez. Et nous avons eu le droit au lever du drapeau et au salut des gendarmes très, très droits, etc., Michel et moi. Et puis vient le soir, fin du spectacle. Nous recevions ce soir-là Jacques Chirac, Bernadette Chirac, etc. La musique retentit. Michel un peu interloqué, les gendarmes descendent dans les 2 travées du théâtre et remettent le képi. Et là, c'était formidable parce que Jacques Chirac s'est levé et a salué, la compagnie des gendarmes, et c'était quelque chose d'absolument invraisemblable. Et il a eu beaucoup de mal, le capitaine de gendarmerie, à obtenir l'autorisation de faire ça. Oui. Et Galabru, lui, était un habitué. Il était venu en 2003 avec Jean et Emmanuel, ses enfants. Et on a oublié que Michel Galabru avait un frère, Marc, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui était son sosie intégral et qui était médecin à Troyes. Et chaque fois, il avait la voix, le physique, et chaque fois j'ai vu une fois. Ouais. Et chaque fois que il a fini comme comédien d'ailleurs, et chaque fois que quelqu'un entrait dans son cabinet sans le connaître, il croyait une blague, il croyait avoir Galabru en face de lui. Mais Michel, avec qui nous avons fait les festivals d'Ajaccio pendant 6 ans, Michel est venu au moins 12 ou 14 fois à Ramatuelle, mais un soir, exceptionnel, panne d'électricité, et Michel a dit on joue quand même, et on a couru partout, chercher à peu près 200 bougies. Ils étaient en costume et on a joué aux bougies comme du temps de Molière. Cette pièce, c'était quelque chose, tout le monde s'en souvient parce que c'était quelque chose d'incroyable. Il y avait en plus il y avait le président de GDF qui était dans la salle, qui a essayé de téléphoner à son collègue de l'EDF. Non, il y avait Pierre Gadonex qui était président de GDF et qui a appelé son collègue en disant mais il y avait le feu partout et les circuits électriques avaient été détruits. Alors, quelqu'un qui est un habitué, c'est Francis Perrin, qui a été là la première fois et qui est venu 13 ou 14 fois. Oui, au moins, oui. Et Francis Perrin, lui, quand il a joué en plein air pour la première fois, je crois que c'était les Faubourgs de Scapin, c'était la première édition du festival, c'était aussi un événement, parce que c'était pas évident à jouer Molière en plein air comme ça. Ça se faisait pas à l'époque, il n'y avait pas tous les festivals d'aujourd'hui. Non, ça ne se faisait pas, mais Francis est quelqu'un qui d'abord il aimait beaucoup jouer à Ramatuelle. Enfin, il a aimé beaucoup jouer à Ramatuelle. Il est revenu très très souvent. Et puis sa gentillesse et sa faculté d'adaptation et de faire rêver est quelque chose d'extraordinaire. Non, jouer Molière en plein air est très difficile. Et d'ailleurs, Michel Bouquet me disait, on parlait de l'Avare un jour, il me dit, tu sais, moi j'ai mis 12 ans avant de comprendre l'Avare. C'est une des pièces les plus dures.
Michel Bouquet qui répétait particulièrement lorsqu'il était à Ramatuelle, Jacqueline Franjou. Il répétait particulièrement, et puis il y a eu un incident quand il a joué à Tort et à Raison. Mistral, décor complètement en miettes sur scène. Donc nous sommes allés, Michel Bougenat et moi, tremblant, voir Michel au petit déjeuner en disant, tu sais, Michel, très très compliqué, toute la pièce, tout le décor est détruit. Souvenez-vous, ça se passait à Berlin. Et tout à coup, et Michel, avec un sourire extraordinaire, dit « Enfin, je vais pouvoir jouer dans Berlin détruite. » C'est magnifique. J'en reviens à Francis Perrin parce que c'était pas la première fois qu'il joue en plein air. Il faut savoir qu'à ses débuts, il avait monté un spectacle qui s'appelait Citron automatique, dont personne ne voulait. Il avait installé des tréteaux dans la banlieue parisienne et il jouait le soir à 10h à minuit après avoir quitté la Comédie Française le vendredi. C'était bourré à craquer et j'ai même vu un jour De Funès venir le voir, je crois, à Bourg-la-Reine à minuit et l'applaudir et découvrir Francis Perrin. C'est un véritable homme de troupe. Je veux dire, Francis, c'est un compagnon du théâtre. Il aime ça profondément. Et en fait, c'est un homme de liberté totalement. Moi, je l'aime beaucoup parce que il fait ça simplement. Il porte le théâtre en lui, complètement. Et un autre homme de théâtre qui aime le théâtre plus que tout, c'est Francis Huster. Et il a fallu attendre la disparition d'Anne Philippe pour que vous montiez le site à Ramatuelle, Jacqueline Franjou. Oui, parce que Jean-Claude trouvait délicat, délicat, de jouer, que Francis joue cette pièce où Philippe a été le symbole de tout. Et il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire parce que les gens applaudissaient vraiment, tout le monde était debout. Et nous sommes allés décrocher du mur le tableau de Moretti qui est tous les soirs au théâtre, donc le Prince de Hambourg. Et comme dans un cirque, on a levé ce tableau pour tout le monde, pour que tout le monde le voie, en disant, mesdames et messieurs, le Cid est là. Mais une foule hurlante, comme si on s'était trouvé dans des arènes romaines. Il faut savoir que le Cid, au départ, c'est ce qui a lancé Corneille. Il jouait dans un tout petit théâtre à Paris parce que personne ne voulait de lui. C'était en 1637, le théâtre du Marais. Et que grâce à cette pièce qui a été jouée pour la première fois, il est entré à la cour, il a joué devant le cardinal de Richelieu et sa famille a été anoblie par le roi. C'est vraiment la pièce qui a porté chance à Corneille. Et puis il y a eu un autre événement aussi, je crois que c'est en 2009, quand Claude Brasseur est venu avec son fils Alexandre qui débutait, et symboliquement avec Pierre Brasseur en mémoire, pour jouer Mon père avait raison de Sacha Guitry, Jacqueline Franjou. Oui, alors ça, dans ce livre que j'ai écrit pendant le confinement, avec les photos que vous connaissez, grâce d'ailleurs à mon amie Micheline Pelletier-Decaux, c'était très compliqué. On a dans ce livre appelé un chapitre qui s'appelle le jeu des 7 familles. Toute la famille Brasseur est venue à Ramatuelle. D'ailleurs, ils ont une maison pas très loin, à Grimaud, le père et le fils. Mais dans ce livre, vous verrez cette photo absolument étonnante de Claude et d'Alexandre. Et surtout, après ça, Alexandre a raconté l'histoire de son grand-père. Grand-père totalement fou. Moi, je me souviens d'une anecdote qu'on m'a racontée. Il est au Fouquet's avec des producteurs. L'addition arrive, elle est très élevée. Il ne dit rien. Pierre Brasseur, il paye. Et il traverse l'allée du Fouquet's et il fait semblant de tomber. Il arrache 2 nappes avec 6 personnes et tous les couverts. On dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Brasseur? Vous avez un problème? Non, j'ai été victime d'un coup de fusil. C'était tout l'esprit de Pierre Brasseur. Alors, il y a aussi, à propos des familles, George Wilson et son fils Lambert. Ça aussi, ça a été un événement, Jacqueline Franjou. Et bien ça, c'est la deuxième famille, une des 7 familles, et l'un metteur en scène et l'autre jouant. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et Georges venait beaucoup au théâtre. Il a fait un grand compliment d'ailleurs sur le festival de Ramatuelle. Vous savez, on n'avait pas grand-chose. Au départ, on continue tous à dîner à la maison, faire des trucs comme ça. Et Georges me dit, je revis les premières années d'Avignon. Ça, c'était le plus grand compliment qu'on pouvait nous faire. Et puis dans ce livre, il y a des photos étonnantes. On voit un jeune homme qui vient, je crois, la 2e année, jouer dans une pièce, un petit rôle, et puis une autre femme aussi. Ce sont Fabrice Lucchini et Yasmina Reza qui ont débuté pratiquement à Ramatuelle, Jacqueline Franjou. Oui, c'est
Ils sont venus jouer tous les deux à Ramatuelle. Et c'est d'ailleurs, si je me souviens, Jean-Laurent Cochet, qui nous a quittés il y a quelques temps, mais qui il y a quelques semaines, qui était un homme que j'admirais beaucoup, un maître dans le théâtre, et qui avait suggéré que Lucchini vienne à Ramatuelle. Et je me souviens Fabrice qui avait demandé d'avoir un vélo pour pouvoir circuler. Et il y a cette photo étonnante de Yasmina et de Lucchini sur scène, dans un grand lit d'ailleurs, puisque c'était les éléments du décor. Oui, et moi je me souviens de Lucchini à cette époque, personne n'en voulait. Je le croisais quand j'étais chroniqueur parisien à la Nouvelle Ève. Il y avait une discothèque le vendredi soir, et il se disait, est-ce que je vais réussir un jour dans ce métier ? Et comme quoi la patience et le temps ont servi. Et puis, il y a aussi un moment très émouvant, c'est la dernière de Jacques Villeray, de la contrebasse, à Ramatuelle, Jacqueline Franjou. Jacques Villeray était quelqu'un d'extrêmement timide et très traqueux et très drôle. Donc jouer à Ramatuelle, c'est quelque chose il était en coulisses, je me souviens, avec une peur et un trac fou. Il fallait Jean-Claude la rassurer. Et ça a été un moment de grâce absolument extraordinaire, Jacques Villeray. Quelques années après, et c'était autre chose, c'est Corignac qui a joué la contrebasse. Et ceci pour dire simplement qu'on peut jouer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois une pièce différente avec différents acteurs, différents comédiens, et l'histoire n'est jamais la même en fait. L'émotion n'est jamais la même, et l'accueil n'est pas la même non plus. Et quelqu'un qui avait aussi le trac, qui voulait pas rentrer en scène, Jacqueline Franjou, c'est Jacques Higelin. Ah oui, Jacques Higelin avait envie de finir quelques pétards, comme l'on dit, en coulisses, et pour se donner un petit peu de courage. Et c'est vrai que on l'a un petit peu poussé pour qu'il rentre sur scène. Et là, c'était formidable, parce que je crois que c'est Anne-Philippe qui disait, mais il a l'air d'un archange comme ça, en marchant légèrement et sautant légèrement sur scène. Et j'ai une photo que j'adore, parce que j'ai mon fils qui est un très bon pianiste, et j'ai une photo de Higelin, Marie-Paul Bell, mon fils qui avait 5 ans, et Gérard Joannest au piano. Et je dois dire, cette photo me bouleverse toujours beaucoup encore. Il y a beaucoup d'autres photos, beaucoup d'autres anecdotes dans ce livre dont on va reparler dans quelques instants à travers une autre date, le 18 juin 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacqueline Franjou. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Une radio très participative. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacqueline Franjou, 18 juin 2020, sortie de ce livre dont on parle depuis le début de l'émission, un festival sous les étoiles, Ramatuelle, au Cherche-Midi. Pourquoi d'abord avoir fait ce livre au bout de 35 ans de festival, Jacqueline Franjou ? C'est presque l'appel du 18 juin. Oui. Pourquoi faire ce livre ? D'abord, il fallait que je trouve un petit peu de temps quand même, parce que je travaille dans la vie. Le festival est un plaisir, et mon plaisir. On disait dans le temps, c'est ma danseuse. Non, c'est pas tout à fait ma danseuse, mais ça prend beaucoup de temps, mais enfin c'est quelque chose d'un peu à part. J'ai eu peur, peut-être peur de perdre la mémoire à un moment donné. Je n'ai jamais fait de photos ou de textes pour préserver la liberté et puis le secret de chaque artiste. Jean-Claude disait une phrase qui m'a toujours frappée, tu sais, il faut que les artistes continuent à faire rêver. Alors si on les voit mal habillés, si on les voit pas bien, si on les voit dans une mauvaise position, enfin, c'est quelque chose qui fait plus rêver les gens. Donc il faut toujours garder un halo de rêve autour des artistes. Et je crois que c'est vrai. Donc j'avais fait ça. Par contre, je pense que la photographie, d'une part, il y a peut-être 100 000 photos au total dans la photothèque de Ramatuelle, en travaillant
dans ma vie, j'étais numéro 2 de chez Maeva, j'ai fait beaucoup de choses dans le tourisme. Je me suis aperçue, et puis grâce à mes amis photographes, parce que j'ai des expos de photographie aussi, que la photographie révélait une émotion ou un moment. Donc après avoir fait un gros tri de ces photos, il fallait écrire un texte tout autour pour raconter l'histoire. Et j'ai pensé tout simplement que c'était bien pour Ramatuelle, bien pour les artistes, bien pour mes enfants, comme j'ai des enfants qui sont un petit peu chinois par exemple, de ne pas oublier la culture française et que leur grand-mère finalement avait baigné là-dedans et s'était fait. Et avait construit sa vie aussi avec ma famille, mes enfants, mais avec ça aussi. Je dis souvent que j'ai appris plus des artistes que moi je ne leur ai apporté. Ayant été DRH dans des entreprises, j'ai souvent utilisé la manière de vivre avec les artistes, la manière de travailler avec eux et apprendre la discussion. Quand vous avez par exemple des pressions syndicales, si vous apprenez les gens à chanter, ça va se calmer un peu. Et si dans une entreprise, vous faites jouer les gens, vous faites le théâtre dans l'entreprise, d'ailleurs ça existe, il y a une pièce très connue à un moment donné qui parlait de DRH dans l'entreprise. Donc, je veux dire, ça aide. Donc, j'ai fait ce livre parce que je voulais vider ma mémoire. J'ai fait ce livre pour Ramatuelle, pour qu'il en reste quelque chose. Avant tout, pour ma famille. Et en même temps, pour remercier les 1300 artistes et 147 metteurs en scène, je crois, qui nous ont fait confiance. Et c'était normal à Jean-Claude, et c'était normal pour Michel. Michel Bougelin qui a pris la suite de Jean-Claude Bougelin qui a fait la suite de Jean-Claude. Mais moi, je n'étais rien, si vous voulez. Je faisais pas partie de ce métier. Donc j'ai su aussi que quand on veut quelque chose et que vous n'êtes pas du même métier, et c'est peut-être une leçon pour la jeunesse, vous pouvez toujours dans la vie entreprendre quelque chose si vous y croyez, si vous y mettez la force nécessaire et surtout, par-dessus tout, si vous aimez l'autre, si vous aimez les gens. On ne fait rien sans ça. Alors, vous les aimez tellement que la fête se termine le soir sur une plage avec des dîners. Je crois que Christian Millot vous a conseillé un jour d'engager des grands chefs, que vous avez fait. Et ça, c'est une tradition aussi. On termine la nuit, parce que les restaurants sont fermés, sur les plages comme celle de Pamplonne, qui a été célèbre grâce à Brigitte Bardot. Alors, je pense que la gastronomie fait partie du théâtre, d'ailleurs. Donc, c'était important d'avoir de bonnes choses. Christian Millot, il y a quelques 20 ou 25 ans, on a convié les chefs, en bas du théâtre d'ailleurs, à faire ce qu'ils voulaient de leurs recettes. Et puis la gastronomie, c'est devenu un petit peu une obsession chez moi d'avoir des bonnes choses. Moi par exemple, que Guy Savoy mécène le festival de Ramatuelle, c'est un honneur pour moi. Je vous dis pas comment mon chef Jean-Luc Trichery a une trouille fondamentale quand on a à la table du festival Guy Savoy, parce que pour lui aussi c'est quelque chose qui est important dans ce qu'il fait. Et puis il y a quelqu'un qui vous doit beaucoup parce que grâce à vous, elle est installée aujourd'hui à Ramatuelle, c'est Juliette Gréco. Allons, cueille, cueille les roses, roses de la vie, roses de la vie, et que leurs pétales. Juliette Gréco, c'est sa première chanson. En fait, cette chanson, elle a vu le texte pour la première fois lorsque Jean-Paul Sartre lui a conseillé de chanter. Elle est allée chez lui à 9h du matin, au-dessus du Flore boulevard Saint-Germain. Elle a vu ce texte, elle en est tombée amoureuse et c'est comme ça qu'elle a débuté dans la chanson. Et grâce à vous, elle s'est installée à Ramatuelle, Jacqueline Franjot. Juliette, c'est un peu ma deuxième mère, quelque part. La première fois où je l'ai rencontrée, j'avais une vieille 4L pourrie, c'était en 1985, et il fallait l'emmener chez Max Terré le matin de Paris faire une interview. Et elle a un petit malaise dans la voiture, et moi je savais pas vraiment quoi faire. Et puis ensuite, elle est venue à Ramatuelle, un petit peu pas réticente, mais elle ne voulait plus aller à Saint-Tropez. Donc elle arrive à Ramatuelle, et moi j'étais toujours aussi extrêmement timide. Elle me dit, viens avec moi, nous allons aller à Saint-Tropez, et nous avons fait la première radio de Saint-Tropez.
elle pieds nus et moi aussi. Et elle me disait, t'as vraiment de beaux pieds, tu sais. Moi, je me souviens de ça parce que j'étais très étonnée quand même que Mademoiselle Gréco puisse faire ça. Et puis elle est venue, et puis après le festival, quelques jours après, elle m'appelle, donc nous tutoyons alors, à Spray. Elle me dit, voilà, j'ai décidé de m'installer à Ramatuelle, je veux habiter chez toi, avec Gérard Joannest. Son mari, pianiste de Brel. Qui n'était pas encore son mari à l'époque, le pianiste de Brel. Donc ils se sont installés à la maison. Ensuite, elle a fait construire sa maison par l'architecte du théâtre Serge Lemège, tellement il y tenait. Et puis ensuite, un jour, elle m'appelle et dit, j'ai un petit service à te demander, peux-tu nous marier? Donc, en tant qu'officier d'état civil élu, j'ai donc célébré le mariage de Juliette. J'ai été témoin aussi, il y avait très peu de monde. J'ai mon photographe qui a pris les photos, elle a pris l'appareil photo, elle a pris la pellicule, et elle a dit, c'est pour toi. Donc ces photos n'ont jamais été publiées, je ne les publierai jamais. On a à l'époque certaines presses m'ont dit, m'ont proposé de l'argent, bien évidemment, parce que c'était, quelqu'un m'a dit, Juliette Gréco fait partie du patrimoine national, vous n'avez pas le droit de garder ces photos. Enfin bon, bref. Juliette est aujourd'hui une femme âgée qui est à Ramatuelle. Elle a perdu sa fille, elle a perdu son mari. Et un jour, il y a 2-3 ans, je lui ai dit, tu veux pas un petit compagnon quand même? Donc je lui ai trouvé, elle voulait un petit chien noir et blanc, de telle race, tout petit, etc. Une femelle, donc on a 1 mois et demi pour trouver ce petit chien-là, qui est adorable, qu'elle a appelé Rosebud, et qui ne la quitte pas d'une semelle. Et je dois dire que Juliette, c'est, je sais pas comment vous dire, c'est quelque chose de terriblement important pour moi, parce que ce que dit Juliette, elle a toujours le mot juste. Et Jean-Claude me disait parfois, tu sais, tu as beaucoup de chance, hein, parce que elle n'est pas très tendre avec tout le monde. Donc voilà. Alors il faut savoir que Juliette Gréco s'est manifestée pendant le confinement sur Facebook avec Juliette Gréco la vraie, pour dire aux gens, faites attention. Elle est sortie de son silence pour justement demander aux gens de porter les masques et de suivre les gestes barrières contre le coronavirus. Elle est comme ça. Elle est comme ça. C'est protégez-vous, comme elle peut dire aux jeunes garçons, aux amoureux, protégez-vous, etc. C'est quelque chose qui est important, mais vous savez, j'aime beaucoup la parole d'Abdel Malik qui dit la chanson française, c'est Juliette Gréco. Oui, alors c'est aussi quelqu'un d'autre que vous citez dans le livre, on voit des photos. Il est venu à Ramatuelle, mais jamais pour chanter, pourtant ça devait se faire, c'est Johnny Hallyday, Jacqueline Franchot. Alors Johnny Hallyday, il avait une maison pas très loin, la Lorada. La Lorada. On a oublié que la Lorada, c'était parce que c'était Laura et David, ses enfants. Bien sûr, oui. Absolument. Et j'étais là, bien évidemment, au mariage d'Adeline et de Johnny Hallyday. Johnny est venu une fois au théâtre comme spectateur, et j'ai une vidéo là-dessus, et à Jean-Claude qui lui dit, Johnny, tu es là ce soir, tu m'as promis tout à l'heure dans les coulisses que tu serais là l'année prochaine avec une guitare. Ça n'est jamais arrivé. Hélas. Et Johnny a écrit, on l'a oublié, au maire de Ramatuelle, et puis il s'est ravisé car il voulait être enterré à Ramatuelle, Jacqueline Franchot. Je rentrerai pas dans ce sujet, parce que il a peut-être eu l'idée de ça, mais il a peut-être appelé ou fait appeler dans un. Enfin, je rentrerai c'est la légende, pas dans en ce tout sujet. cas. C'est la légende. Voilà, je pense que c'est peut-être une légende vraie d'ailleurs. Hein. Il y a aussi une chose étonnante, c'est qu'un soir, Michel Leb est sur scène, il fait monter des spectateurs sur scène et qui monte par hasard, mais vraiment par le plus grand des hasards, Patrick Balkany. Oui, ça, j'ai pas oublié. Parce que je crois que les 2 autres personnes qui sont montées sur scène, aussi loin que je m'en souvienne, étaient des inspecteurs des impôts de Saint-Tropez, et l'autre personne, je ne sais plus, mais effectivement, Michel Leb a été un petit peu interloqué ce jour-là, oui. Et Balkany a joué son rôle de comédien parfaitement?
Mais je pense qu'il est un excellent comédien. Ah oui, il l'a démontré de ce côté-là. Et puis, il y a également Barbara. Barbara, ça a été un très grand moment quand elle est venue à Ramatuelle, cette dame en noir, à qui Brialy d'ailleurs avait trouvé sa maison de Précy-sur-Marne. Absolument. Alors, Jean-Claude, Barbara, oui, ça a été un des événements les plus marquants à Ramatuelle. Et elle a habité l'hôtel des Bergerettes. Elle est venue elle a chanté 2 soirs de suite. Elle avait demandé d'avoir une tente pour se protéger du soleil sur la scène, sa rocking chair. Et elle restait là pour s'imprégner du théâtre tout le temps. Et il y a un petit garçon qui est allé lui demander, je raconte l'histoire, elle est très brève, mais qui est allé vers elle pour lui demander pourquoi elle était habillée tout en noir. C'était le petit-fils de Gérard Philippe, Gabriel, et qui est un garçon délicieux, un homme délicieux, le fils d'Anne-Marie et de Jérôme Garcin, qui vient tous les ans au festival et qui a gardé des relations, je crois, longtemps avec Barbara. Barbara que Jean-Claude Brialy appelait sa folle préférée. Oui, il l'appelait sa folle préférée, mais moi j'ai déjeuné donc plusieurs fois pendant le festival avec Barbara. Elle était une des femmes les plus drôles que je connaisse. Et avec Brialy, ça collait très bien. Alors, quand Brialy est tombé malade, mais personne ne l'a su. Moi, je l'ai croisé 8 jours avant sa mort. Il faisait comme si tout allait bien. Jean-Claude était malade depuis un petit moment. Les 7-8 dernières années, Jean-Claude habitait à la maison à Ramatuelle. Donc je savais qu'il était malade, je savais qu'il avait un traitement, il n'en parlait pas. Jean-Claude ne sait... En 23 ans, j'ai jamais entendu Jean-Claude dire j'ai mal à la tête. Jamais. Il ne s'est jamais plaint. Et puis, quand je l'ai vu arriver dans 3 semaines avant qu'il ne parte à la maison, ça a été un choc. Je veux dire, je pensais pas qu'il partirait aussi vite. Et après ça, j'ai réalisé que je pense que lui le savait et qu'il est venu, je veux dire, annoncer le programme du Festival de Ramatuelle. Et je suis sûr qu'il savait qu'il serait pas là. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé cette année-là sans directeur artistique et que je dis que j'annoncerai un directeur artistique à la fin. Et je n'avais aucune idée. Ce festival aura lieu cette année. Il va continuer grâce à vous et grâce à ceux qui vous soutiennent. En attendant, il y a ce livre, Un théâtre sur les étoiles, Ramatuelle, de Jacqueline Franjou au Cherche Midi. Merci de défendre le spectacle comme vous le faites et continuez ainsi. Mais c'est vous aussi qui le défendez. Puis ce sont les spectateurs qui défendent le théâtre, la chanson et la danse. Et je pense vraiment, nous sommes un pays avec une histoire culturelle magnifique, mais magnifique, extraordinaire. Et je vais vous dire pourquoi, si j'ai encore 1 minute. Je suis allée la semaine dernière au musée de Vercingétorix sur le plateau de Gergovie. Vercingétorix, c'est 83 avant Jésus-Christ. Qu'un pays conserve, je veux dire, des lieux, fasse des musées, écrive des textes, des histoires sur ce sujet, montre à quel point notre histoire est ancrée en nous. Et j'espère, et j'arrive à un âge où je peux laisser des messages aux jeunes. Surtout, ne jamais oublier l'histoire de ce pays qui est magnifique. Arrêtez de vous battre dans la rue. C'est vrai, portez des masques et protégez-vous, vous direz Juliette Gréco. Mais pensez que vous êtes dans le pays le plus beau au monde, même si ça frictionne, et même si les Français sont certainement la nation la plus difficile à gérer. Ils sont toujours critiques, mais c'est ce qui fait aussi avancer les choses parfois. En tout cas, vous avez fait avancer l'histoire de Ramatuelle avec ce livre. Merci Jacqueline Franjou de l'avoir écrit. Et puis nous, on va se retrouver bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Brigitte Lahaye. Merci encore, bonne journée, à demain.